Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Écho d'Afrique. Alors ce soir, nous allons parler de l'arrivée de la nouvelle administration américaine, l'administration démocrate, avec à sa tête le président Joe Biden et sa position vis-à-vis du problème du Polisario. Tout le monde sait la dernière sortie de l'ancien président américain Trump et sa reconnaissance unilatérale de la marocanité prétendue du Maroc, même si c'est un euphémisme, sur le Sahara occidental. Il faut savoir que le nouveau chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a indiqué dans une récente conférence de presse que l'administration américaine examinait actuellement les engagements pris ces derniers mois dans le cadre de la normalisation des relations entre pays arabes et Israël dans le Maroc. Le nouveau secrétaire d'État américain a notamment déclaré que certaines des incitations incluses dans les accords Abraham, c'est-à-dire c'est un accord qui comprend Israël et les pays arabes qui ont établi des relations diplomatiques avec l'entité sioniste, méritait de faire l'objet d'un examen attentif, une référence implicite aux avantages de cet accord par le président Trump dans la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Nous allons, comme d'habitude, revenir en détail sur ce sujet, mais avant, laissez-moi le temps de vous présenter nos invités. Alors, ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monsieur Ait Mouhoub Mustafa. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Chauffard. Et nous aurons à partir du Botswana Monsieur Ma'lainin Lekhal, ambassadeur du Front Polisario au Botswana. Monsieur Ma'lainin, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous. Alors, je le disais en titre, de même les eurodéputés, et non des moindres, c'est-à-dire le groupe très efficace, le groupe des Suisses et des Portugais, se sont mis à la chasse de la prétendue marocanité sur le Sahara occidental. Les eurodéputés ont pris des initiatives très importantes en s'adressant directement au président américain Biden pour lui demander de revenir sur la dernière reconnaissance américaine sur la prétendue marocanité sur le Sahara occidental. Alors, M. Etmoud, près de 380 députés européens, et non des moindres, ont adressé une lettre au président Biden dans laquelle il demande l'annulation de la décision de Trump sur la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. À votre avis, ça pourrait être un début de processus de dégel, de décontraction qui va ouvrir la voie au référendum tant attendu, notamment par le peuple sahraoui. À mon avis, la lecture qu'il faut faire justement de cette lettre adressée par plus de 380 eurodéputés à Biden pour revoir un petit peu la position prônée par son prédécesseur sur le Sahara occidental et qui a tranché avec les positions traditionnelles des États-Unis sur cette question. Cette lettre-là augure justement d'une attitude plus tranchée en Europe sur la question du Sahara occidental et sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Déjà, il faut souligner que la Cour pénale européenne ne reconnaît pas la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et parle dans ses décisions rendues récemment de deux territoires distincts. Il parle d'un territoire qui est inscrit aux États-Unis comme territoire non autonome. Même l'Union européenne aussi ne reconnaît pas la Marocanité. Exactement. Même l'Union, aucun pays européen d'ailleurs ne reconnaît la souveraineté, y compris la France qui soutient le Maroc, qui soutient l'occupation du Maroc du territoire sahraoui, ne s'est pas engouffré dans cette aventure de reconnaître la prétendue souveraineté historique du Maroc sur le Sahara occidental, parce que la France, qui est membre du Conseil de sécurité, elle
sait que sa voix dans le Conseil de sécurité le doit aussi aux pays européens. Donc, elle est obligée d'aller dans le sens du consensus qui se dégage à Bruxelles. Donc, disons que cette lettre de ce groupe, un grand groupe de 380 eurodéputés, animé par un groupe de députés suisses. Il faut souligner aussi que les Suisses veulent bien jouer un rôle dans cette question. Depuis qu'elle avait abrité les 2 rounds de négociations sous l'égide de Horst Kohler. Donc la Suisse aussi, il a dit sur la voix de son ministre des Affaires étrangères lors de sa visite à Alger, qu'elle compte bien avoir un regard sur ce dossier. Donc je dirais que de là à dire que la position des 380 eurodéputés vont peser pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Sahara occidental, c'est un petit peu précoce. Il faut plus que ça pour aller dans ce sens. Il faut que les Nations Unies, d'abord, et le Conseil de sécurité assument ses missions historiques sur ce dossier et imposent justement ce référendum. Mais cette position ou cette lettre demandant et exhortant Biden à revoir un petit peu la position prise par Trump sur le Sahara occidental et augure un petit peu de ce qui va de la suite sur ce dossier à Bruxelles, c'est-à-dire l'Europe ne compte pas reconnaître cette souveraineté et compte reste collé un petit peu à la légalité internationale et à la charte des Nations Unies. On va revenir justement au Conseil de sécurité qui reste quand même la clé de voûte de toute solution. Alors, Monsieur Ma'lainin, juste un rappel, à ce jour, l'administration Biden n'a ni confirmé ni infirmé la proclamation du président sortant sur la prétendue marocanité du Sahara. Vous pensez que le président Biden va revenir sur la décision ? Bonsoir. Je crois que la position de Biden va avant tout servir les intérêts des États-Unis d'Amérique avant de penser aux intérêts du Sahraoui ou bien de la région ou bien de l'Afrique. Et bien sûr, tout le monde s'accorde maintenant sur le point qu'il est de l'intérêt des États-Unis d'Amérique de se faire respecter, de respecter la loi internationale pour pouvoir jouer un vrai rôle dans la scène internationale. D'ailleurs, il faut se rappeler aux téléspectateurs que depuis quelques jours, 12 jours, Biden a même adressé un message à l'Union africaine soulignant la détermination de son administration à changer la manière de faire que Trump a laissé ou bien a adopté pendant 4 ans, qui a détruit toute relation saine avec pas seulement les Africains, mais avec même les alliés des États-Unis d'Amérique. Alors, je crois personnellement que Biden et son administration vont devoir répondre aux demandes, pas seulement des parlementaires européens, comme a dit votre hôte, mais aussi aux demandes d'Américains, des 2 partis, soit des démocrates ou des républicains, qui se sont tous accordés sur le point que Trump a tout détruit dans la politique internationale des États-Unis d'Amérique. Monsieur Ma'lainin, pour revenir un petit peu aux eurodéputés, est-ce que l'action des eurodéputés, et non des moindres, je le disais, qui est animée par un groupe très puissant, le groupe suisse et le groupe portugais, peut-elle infléchir la position de leurs pays respectifs jusqu'à faire pression sur le Maroc et aller finalement droit à l'organisation du référendum tant attendu ? C'est ce qui doit arriver normalement, parce qu'on parle ici de parlementaires qui sont les décideurs qui font la politique d'un pays, après tout. Alors, je crois que tout pays qui se respecte, au moins, il doit respecter la légalité internationale. Et cette légalité internationale dit que le Sahara occidental est un pays colonisé et que le Maroc n'a pas de souveraineté sur ce pays. C'est le minimum, c'est la position minime
qui doit être observé par n'importe quel pays, que ce soit européen ou autre, qui se respecte, ligne sur ce respect, parce qu'il y a des pays, il y a des politiciens qui croient que il est possible de faire des deals, il est possible de marchandiser avec le futur des pays, le futur des peuples. Ça, c'est pas acceptable, ça peut pas être accepté ni en Europe, ni en Amérique, ni en Afrique, et surtout pas en Afrique, parce que quand on parle en Afrique, on parle d'un continent qui contient je ne dirais pas des centaines, mais des dizaines de conflits endormis et qui peuvent se déclencher si le Maroc, si la France ou les États-Unis d'Amérique soutiennent une occupation et soutiennent la violation de la sainteté et l'intangibilité des frontières en Afrique. Monsieur Ait Mohhoub, justement en parlant de la décision de Trump, le Maroc semble se focaliser beaucoup sur cette décision. Il en fait pratiquement une abscification. Juste un rappel, en mars 2019, par exemple, le président Trump a reconnu unilatéralement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan en Syrie. Et ça n'en fait pas pour autant du Golan un territoire israélien, du moins aux yeux du droit international. Écoutez, John Bolton, qui était le conseiller de Trump justement aux questions de sécurité, l'a bien souligné récemment dans un entretien en disant que la souveraineté est l'émanation d'abord du peuple. La reconnaissance d'une souveraineté, c'est d'abord c'est le peuple lui-même qui revendique sa souveraineté, qui l'impose. Donc c'est pas Trump ou le roi Mohammed VI qui vont décider du droit à la souveraineté au Sahara occidental ou sur le peuple sahraoui. Aussi, Trump, je crois que maintenant tous les analystes, tous les observateurs le disent, que Trump a mis les États-Unis dans une situation un petit peu délicate. Embarrassante dans le monde. Cette histoire de America First, des États-Unis d'abord, qui privilégie l'affairisme, les intérêts économiques, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Trump en Afrique. Il avait sur le plan politique une position étriquée sur l'Afrique, souvent teintée de mépris. Mais sur le plan économique, il était toujours là. Il n'a pas remis en cause tous les investissements et tous les projets et programmes lancés par Obama. Il a continué à le faire. Donc c'est pour vous dire que les États-Unis, c'est pas ce qu'a fait Trump et c'est pas ce que représente justement Trump. Les États-Unis, c'est plus profond que ça. Les États-Unis, c'est d'abord la Constitution des États-Unis, basée sur l'autodétermination, un principe du président Wilson prôné en 1918. Les États-Unis eux-mêmes sont un produit de ce principe d'autodétermination. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, au XXIe siècle, tourner le dos au principe qu'eux-mêmes ont prôné, qu'eux-mêmes ont défendu aux États-Unis et dans le concert mondial. Donc, je dirais que ce qu'a fait Trump dans le monde est actuellement en train d'être remis en cause par la nouvelle administration. Regardons un petit peu la qualité des personnes désignées par Joe Biden. Il y a son chef de département aux affaires étrangères, Anthony Blinken. Celui-là, déjà avant qu'il soit désigné, avait parlé de la décision, avait commenté la décision de Trump en disant que cette décision sur le Sahara occidental défie les normes internationales. Donc il y a une volonté de un petit peu rééquilibrer la position, de revenir un petit peu à la position traditionnelle des États-Unis sur cette question précise. Il faut souligner aussi que Trump a mis dans l'agenda des États-Unis, dans le Conseil de sécurité. N'oubliez pas que les États-Unis sont le porte-plume
des résolutions sur le Sahara occidental au Conseil de sécurité. Et toutes les résolutions pendues depuis 30 ans sur le Sahara occidental, c'est justement sous la plume des hommes des États-Unis. Donc là, je dirais que Joe Biden, il est devant un fait historique. Il doit rétablir un petit peu la position des États-Unis dans le Conseil du monde, c'est-à-dire la diplomatie connue des États-Unis qui jouait le leader du monde et sur les équilibres. Donc, il doit rétablir aussi cette position sur la question du Sahara occidental parce que cette position de Trump, on a vu, elle a plongé la région dans le risque de déstabilisation. On voit que dans le Sahara occidental, on revient aux armes et on revient au langage des armes. Il y a un risque de déflagration. Ouais. Monsieur Ma'al-Ainin, justement, Monsieur Etmoud parlait maintenant du respect des États-Unis des lois internationales dont ils sont signataires. Alors, parmi les experts qui ont décodé justement la reconnaissance de Trump de la prétendue marocanité sur le Sahara occidental, il y a son ancien secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui a appelé avant son départ au dialogue entre les différentes parties pour parvenir à un règlement de la crise dans la région. Et à ce sujet, Pompeo a bel et bien cité le Sahara occidental et non pas le Sahara marocain. Comment vous allez interpréter ça ? Je crois que c'est un secrétaire d'État, il sait vraiment de quoi il s'agit, après tout. Sinon, ce serait une catastrophe encore plus sérieuse. Le problème de Pompeo, c'est qu'il a servi un agenda qui cherchait à faire des à tout prix à la dernière minute de la présidence de Trump. C'est d'ailleurs pourquoi la décision elle-même a été prise dans le temps mort de Trump, de l'administration précédente, c'est qu'il n'a jamais été fait par n'importe quelle administration avant celle-ci. Alors, je crois que les positions américaines qui peuvent vraiment être citées là, c'est les positions qui ont été citées et déclarées par exemple, James Baker, qui est un grand calibre de la politique et de la diplomatie américaine. Christopher Ross, bien sûr, parce qu'il connaît la question à fond. Bolton, Jim Inhofe, il y a plein d'Américains, que ce soit des hommes politiques ou que ce soit des académiciens comme Stephen Zunes et d'autres, qui ont tous essayé de faire convaincre les administrations, que ce soit de Trump ou maintenant de Biden, qu'il est temps qu'ils doivent vraiment réviser cette position car elle est catastrophique, pas pour les Sahraouis, parce que les Sahraouis sont dans la lutte et dans la résistance depuis 5 décennies. Ça ne va rien changer à leur position. Mais c'est une catastrophe et pour les États-Unis d'Amérique comme une puissance internationale et pour les Nations Unies, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que le Maroc essaye de faire et d'imposer va coûter très cher aux Nations Unies, mais aussi à l'Union africaine, car il touche, comme a dit M. Mustafa, il touche vraiment à l'essence et au principe même qui fonde les Nations Unies et l'Union africaine, soit le droit de tous les peuples à l'autodétermination et à la souveraineté sur leur pays. Monsieur Ma'al-Ainin, justement, c'est aussi valable pour vous, Monsieur Etmoud. Au-delà de la reconnaissance de Trump sur la prétendue marocanité sur le Sahara occidental, il ne faut pas oublier que le premier objectif des États-Unis, c'est d'abord leurs intérêts. Oui. Alors, là-dessus, on n'en disconvient pas. Alors, certaines sources voudraient que Washington veut écarter l'Espagne et surtout la France pour mieux s'imposer dans ce dossier et dans la région, garantissant ainsi une présence stratégique. Comment voyez-vous si, d'aventure, une telle initiative venait à se concrétiser? Est-ce que ça va être un avantage ou une menace pour le Polisario et Argan, pour toute la région?
Moi, je ne crois pas qu'il y aurait un changement substantiel de l'attitude américaine, je ne dis pas de la position, de l'attitude américaine par rapport au dossier africain en général. Les États-Unis ont toujours sous-traité avec les anciennes puissances coloniales dans la région et qu'ils ont toujours soutenu sur certains dossiers, notamment la France dans le dossier du Sahel, entre autres. De là à dire que les États-Unis veulent une présence politique plus accrue, ce n'est pas militaire. C'est pas vérifié, ça reste peut-être une déduction un petit peu, de mon point de vue, hâtive. Je dirais que la dernière, d'ailleurs, l'a souligné Mal Ainin, la dernière position développée par Biden par rapport à l'Afrique, le retour des États-Unis, c'est le retour justement dans les dossiers chauds, il y a eu, ils ont tranquillisé Le Drian, le ministre des Affaires étrangères françaises, la France qui a essuyé un échec cuisant au Mali, avec l'opération Burkhan, donc qui a eu peur pour l'avenir de cette opération militaire dans la région, et ils ont été tranquillisés par les États-Unis qui continueraient à financer justement les opérations de maintien de paix dans la région, et qui continueraient aussi à soutenir des efforts multilatéraux pour les règlements des conflits dans la région. Donc je dirais que les États-Unis vont marquer encore une présence plus accrue sur le plan économique parce qu'ils sont très devancés sur cette question par les Chinois dans la région. Donc c'est clair qu'ils veulent un petit peu revenir dans le continent avec une présence plus visible, plus remarquée. Mais sur la question du Sahara occidental, là ils savent très bien que les États-Unis, plus que d'autres puissances, parce qu'ils ont eu à gérer le dossier directement au niveau du Conseil de sécurité, que cette question, la question du peuple sahraoui, est une véritable poudrière pour toute la région, et je ne crois pas que les États-Unis iront jusqu'à jouer la stabilité de l'Afrique du Nord sur cette question. D'ailleurs, Bolton l'a bien souligné récemment, en disant que lui-même, qui était l'un des artisans, l'un des rédacteurs de la résolution qui a donné naissance à la MINURSO pour l'organisation de l'autodétermination au Sahara occidental. Il l'a bien dit. Il a dit qu'aujourd'hui, l'ONU et les États-Unis sont appelés à peser de tout leur poids pour un règlement définitif de ce dossier, parce qu'il risque d'entraîner toute la région dans un bourbier et dans une instabilité qui sera préjudiciable pour tous les peuples de la région. Monsieur Mal Ainin, ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine contradiction, pour ne pas dire un anachronisme dans la position du Maroc? Juste un rappel, le retour du Maroc à l'Union africaine a été conditionné par l'acceptation du royaume chérifien, c'est-à-dire le Maroc, de l'adhésion de l'État sahraoui. Vous ne voyez pas là qu'il y a une contradiction flagrante entre ce que fait le Maroc et ce qui est dit auparavant? Avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur la question des intérêts, parce que c'est un gros mot qui est utilisé par tout le monde. Mais quel est l'intérêt des États-Unis d'Amérique dans une région instable? Il n'y a pas d'intérêt. Quel est l'intérêt de l'Union européenne dans une région instable? Et il faut poser la question, quelle est la source et la raison de l'instabilité dans cette région? C'est certainement pas les Sahraouis. C'est un régime au Maroc qui refuse d'accepter sa vraie place, pas seulement la région, mais dans le continent. C'est ça le problème, et je crois que tout le monde en a marre de ce régime qui ne réussit même pas à gouverner son royaume. Le Maroc souffre de plein de problèmes chez lui même. Alors comment va-t-il résoudre les problèmes d'autrui? Alors je crois que la question d'intérêt, c'est plusieurs niveaux. Comme a dit votre hôte, cette compétence entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, et d'autres puissances d'ailleurs, va pousser les États-Unis d'Amérique à réviser sa politique, pas seulement au Sahara occidental envers le Maroc ou l'Algérie, mais
toute la région du continent. Et certainement, il n'est pas acceptable, l'Union africaine ne peut pas accepter, simplement pas accepter que le Maroc impose un fait colonial qui va détruire l'Union. Et c'est d'ailleurs, pour revenir à la deuxième question, le problème, c'est le problème. Il n'y a pas vraiment de cohérence dans la politique du Maroc, pas seulement sur la question sahraoui, mais vous vous rappelez l'historique du Maroc avec l'Union africaine, avec l'Union européenne. D'abord, il était africain, puis il a voulu être européen, il n'a pas été accepté. Maintenant, il essaye de faire, de jouer le poste de puissance africaine qui a les solutions pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique, on a vu comment il a géré le dernier sommet de l'Union africaine. Le premier pays qui a jamais présenté 5 candidats dans les élections de l'Union africaine, c'est le Maroc. Ça n'a jamais été fait. Ils ont tous, bien sûr, parce que ça a été un choc pour les Africains de voir cette puissance qui veut s'accaparer de tout et contrôler tout. Et ce n'est pas acceptable, ça ne peut pas être accepté. Juste une dernière question, M. Etmoub, c'est aussi valable pour vous, M. Melaïn. Comment expliquez-vous cette attitude négative du Maroc par rapport au résultat du 34e sommet de l'Union africaine qui vient de se dérouler dernièrement, monsieur? Je crois que rapidement, parce que le temps... Oui, je ferai vite. Je crois que l'attitude du royaume marocain, membre de l'Union africaine, par rapport au résultat du 34e sommet, sont visibles dans le dernier discours de Bourita. Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, qui a encore chargé l'Algérie d'une manière... Comme à son habitude. Comme à son habitude, d'une manière un petit peu inélégante, sur ses échecs en Afrique. Et l'Italie jusqu'à citer même l'APS en disant que l'APS consacre 7 copies au Sahara occidental dans son fil. Je crois qu'il se trompe. L'APS consacre beaucoup plus que ça. Oui. Parce qu'on ne peut pas reprocher à l'APS de s'intéresser à un conflit sur les frontières de son pays, les frontières de l'Algérie. Le Sahara occidental est un conflit qui perdure depuis 1975 et qui est sur les frontières de notre pays. Donc il y a la sécurité de notre pays. Deuxièmement, quand il parle de l'APS et qu'ils veulent la présenter comme une voie de propagande algérienne, il omet de dire aux téléspectateurs que la MAP, l'agence marocaine, justement, qui passe son temps à insulter, qui préfère le commentaire sur l'information, et ça quasi quotidien, c'est une attitude quotidienne. Justement, la MAP était dirigée par Mansour Yassine. Mansour Yassine, en 1999, était le directeur de la MAP. Il est devenu après le puissant responsable de la direction générale des études et de documentation du renseignement extérieur ou du contre-espionnage marocain. Donc, c'est pour vous dire un petit peu l'attitude que le Makhzen a de son agence. Et il omet de le dire, et il s'intéresse un petit peu à l'agence algérienne qui ne fait que son travail sur un conflit qui est sur ses frontières. Voilà, messieurs, notre émission arrive à son terme. Monsieur Melaïn, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Monsieur Etmoub, merci encore. Merci à vous, merci pour l'invitation. Madame, monsieur, très bonne fin de soirée, au revoir.